Alors, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 17e épisode du balado L'état du monde. En ma compagnie, comme toujours, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très bien. Le problème de chauffage est réglé? Bon, Pas encore. Il y a un électricien qui doit venir, mais bon. les choses vont se remettre en ordre. Alors, j'espère qu'il ne fait pas trop froid dans la ville du premier ministre français. Non, non, Non? c'est pas trop mal. Pas trop mal. Nous, ici, on a un ressenti de -30 à Astana. Fait que, Ah, bon, c'est que c'est Montréal, quoi. oui, oui, c'est ça. Ben, c'est habituel hein, au milieu du mois de janvier comme ça. Bon, écoute, commençons avec probablement le sujet d'actualité par excellence sur la scène internationale en ce moment. Lundi, Donald Trump a été officiellement assermenté et redevenu président américain. Donc, le 45e est également le 47e. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, personnellement, je n'ai pas écouté la cérémonie d'investiture. J'avais j'avais des cours à donner. Puis avec le décalage horaire, ça ne me convenait pas nécessairement, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé. Écoute, Oui, vas-y. moi, je l'ai écouté, peut-être pas tout au complet, mais une bonne partie. Évidemment, c'était les éléments de politique étrangère, qui m'intéressaient. Et bon, ben, Trump a dit ce qu'il allait faire. Maintenant, il reste à savoir s'il va faire ce qu'il a dit. Et déjà, dans les premiers décrets, il s'est prononcé, par exemple, sur le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur les changements climatiques, mais aussi plus durement pour le multilatéralisme. Il se retire de l'Organisation mondiale du commerce, De la de santé. la santé, Oui. pardon. Il pourrait peut-être annoncer cette semaine qu'il va se retirer de l'UNESCO. Alors, c'est sûr que ça frappe fort parce que souvent, les États-Unis sont le premier bailleur de fonds de ces organisations internationales. Mais il y a déjà certains pays qui ont décidé d'aider l'Organisation mondiale de la santé. Je me souviens que lors du premier mandat de Trump, il avait fait la même chose. Mhm. Et Boris Johnson avait dit, on va doubler la contribution britannique. Alors, c'était un pied de nez d'un conservateur à un autre conservateur. Alors, il y a aussi la prestation de serment, il l'a pas évoqué, mais il y a la question du Groenland qui est revenu à la charge lors de la conférence de presse. Et le président a dit, je crois que le Danemark va s'habituer au fait qu'ils doivent perdre le Groenland. Je veux dire, on est en plein délire ici. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que la prochaine déclaration, ce sera les Canadiens vont s'habituer de devenir le 51e État Ben oui, américain. on verra. Alors, Dans le cas du Groenland, en fait, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a dit, en fait, elle a pas fermé la porte, mais non. simplement ce qu'elle a dit, c'est, écoutez, c'est une question d'autodétermination des Ben gens qui habitent voilà. au Groenland. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si elle fermait pas la porte, elle l'ouvrait pas non plus, mais essentiellement, s'il y a une question, il y a une réponse claire à une question claire. Vous avez 75% des gens du Groenland qui souhaiteraient devenir peut-être pas un État américain, mais un territoire américain, Comme Porto Rico. comme Porto Rico. Ben, moi, j'ai l'impression que le Danemark Oui, accepterait accepterait. le fait accompli. Ouais, Ça semble être moins une question existentielle chez eux ouais, que ça peut l'être au Canada. ouais. Dis-moi, pour revenir sur ce que tu disais, c'est très théorique, mais dans l'éventualité où, disons, les Américains se retiraient de toutes les organisations de l'ONU, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé, parce que ce qui a été annoncé, mais vraiment de toutes les organisations internationales, quel serait le pourcentage du budget de ces organisations-là qui seraient amputées du jour au Alors, lendemain? ça dépend toujours. C'est sûr que les Américains ont pris une place considérable dans le système multilatéral et que souvent, ils sont les premiers bailleurs de fonds à raison de 10, 15, 20, parfois 25% du budget. Et c'est pas la première fois, non pas qu'ils se retirent, en fait, excuse-moi, ils s'étaient déjà retirés de l'UNESCO, je crois que c'était sous Ronald Reagan.
ensuite de l'Organisation mondiale de la santé dans le premier mandat de Trump. Alors, c'est pas la première fois que les Américains voudraient aussi revoir les barèmes de cotisation, parce qu'évidemment, il y a des pays comme la Chine qui ont pris beaucoup d'ampleur, mais qui sont encore classés souvent comme un pays du tiers-monde. Et donc, leur cotisation annuelle dans une organisation internationale euh, est en rapport avec un calcul de leur puissance économique qui est qui est complètement plus, obsolète. qui est obsolète. Alors, les Chinois font un effort. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui, ils sont les deuxièmes contributeurs financiers des Nations Unies et surtout aussi des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Parce que à l'ONU, il y a deux budgets. Il y a le budget de l'ONU, le fonctionnement de la machine administrative, et le budget des opérations de maintien de la paix qui parfois atteint 7 ou 8 milliards de dollars par année et les États-Unis épongent 25. Donc, j'ai lu encore, je crois que c'est dans le Washington Post, Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a dit euh, bientôt, nous allons éplucher tous les comptes, toutes les cotisations, toutes les subventions, toutes les aides à différents programmes internationaux. On ne sait pas trop si ça voulait dire les cotisations dans les organisations internationales, mais en tout cas, il y a une volonté de rationaliser Hmm. l'argent américain qui va dans ces organisations-là avec le, le souci que ça réponde aux intérêts de politique étrangère Ouais, des États-Unis. Et c'est là que le bas blesse, hein, c'est ouais, ouais. sûr. On va en reparler dans quelques minutes parce que je suis passé au travers le discours d'allocution de Marco Rubio justement la semaine dernière devant Ouais. le Sénat pour sa confirmation. On en reparlera, mais peut-être très rapidement pour terminer sur l'assermentation de Trump, lorsque signé les 78 décrets, ce qui est un record dans les premières 24 heures d'une présidence, il a réaffirmé certaines choses dont on avait déjà discuté ici. Par exemple, la question des BRICS. Il a Mhm. réaffirmé que les pays membres des BRICS ou partenaires des BRICS qui allaient faire du commerce entre eux avec des devises qui ne seraient pas le dollar américain, que l'administration américaine allait leur imposer dans leurs échanges commerciaux avec les États-Unis des tarifs douaniers de l'ordre de 100%. Donc ça, C'est ça, c'est- c'est assez paradoxal parce que lors de l'inauguration, la personne que l'on voyait assise en face de Donald Trump, c'était le ministre indien des Affaires étrangères. On le voyait très bien quand la caméra prenait Trump de dos. Et l'Inde est membre des BRICS mhm, et a une relation de plus en plus étroite avec les États-Unis, surtout sur les questions de sécurité. Et donc, je pense que Trump va encore rétro-pédaler là-dessus. Il ne faut pas oublier maintenant que les BRICS, c'est 9 pays, mais ils viennent de s'y ajouter 5 ou 6 pays associés, qui ne sont des pas partenaires, des ouais. partenaires, ne sont pas des membres de plein droit. Et peut-être que la Turquie et d'autres vont s'y... Alors, il peut se mettre à dos le monde entier avec des tarifs à 100%, mais je pense que la raison va finir par primer. Oui, ben c'est ça, parce que si on en avait déjà discuté, mais si par des mesures comme celle-là, il en vient à forcer les pays dans le monde à faire un choix, ce qui est actuellement pas le cas avec les BRICS. Ce n'est pas une Ouais, organisation exclusive, dont tu l'avais déjà évoqué. La Turquie peut être membre ou partenaire des BRICS, participer aux rencontres annuelles, tout en ouais, étant membre de l'OTAN. Ça ne pose pas problème. ouais. Mais à partir du moment où peut-être si l'administration Trump pose certains gestes et ça force les pays à faire un choix entre les BRICS, ou l'ordre mondial américain, ben, c'est le genre d'initiative de politique qui peut au final contribuer à isoler encore davantage les États-Unis. Tout à fait. On s'entend en termes de l'avenir du développement économique de la planète, la plaque tournante, ça s'est déplacé vers l'Asie, ça s'est déplacé vers l'Est, là. La démographie est de ce côté, ben, de mon côté de la planète, le marché,
la progression, la Ouais. croissance économique. Donc, les États-Unis d'aujourd'hui, c'est plus les États-Unis de 1950, là. Donc, dans Je une pense qu'il va l'apprendre au fur et à mesure. ouais, non, c'est quand même jouer avec le feu de vouloir, euh, on en reparlera avec Rubio, de favoriser uniquement les intérêts nationaux américains. Des gestes comme ceux-là peuvent ultimement porter atteinte justement là, aux intérêts nationaux américains. Puis très rapidement, un décret que Trump a signé, c'est aussi révoquer le droit du sol. Donc, en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine qui est adopté après la guerre civile au milieu du 19e siècle, tout individu né sur le territoire américain, nonobstant la citoyenneté de ses parents, obtient automatiquement la citoyenneté américaine. C'est le cas aussi au Canada. Donc, Trump a annoncé vouloir révoquer cette possibilité-là. Et puis, lorsqu'un journaliste lui a posé la question, il a dit, oui, Monsieur le Président, c'est quand même, ça va à l'encontre d'un amendement à la Constitution américaine. Vous ne pensez pas que les tribunaux vont invalider votre décret? Puis sa réponse, ça a été, on verra, Ouais. on verra. Ouais, Donc, sans connaître la procédure constitutionnelle qui remet en cause un article de la Constitution, j'ai l'impression qu'il faut passer par de multiples étapes du style, il faut 35 États sur 50 pour accepter une modification, oui, il faut oui. ensuite que ceci et cela, et puis que ça arrive peut-être à la Cour suprême. Donc, il aura le temps de faire son mandat de 4 ans avant même qu'on décide quelque chose. C'est ça. De mémoire, c'est le 3/5, trois quarts des États, Ouais, quelque chose comme des ça. législatures qui doivent Voilà. valider le projet. Et ça n'a pas besoin, comme au Canada, ça n'a pas besoin de passer par un référendum national. Donc, si Non. le nombre suffisant de législatures signe l'amendement, donc le changement de la Constitution a lieu. Dans l'histoire américaine, de mémoire, il y en a eu à peu près aux alentours de 25 en, Peut-être. Alors en là, je sais pas. 275 ans Ouais. d'existence. Bon, ben c'est ça, comme je le disais, ben, je suis passé au travers de l'allocution de Marco Rubio, qui va être le secrétaire d'État américain, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de Trump. Puis j'invite les gens à le lire. C'est un texte qui fait à peine 5 pages. Puis c'est très intéressant en substance, puis ça indique beaucoup de choses. Ben, c'est d'abord et avant tout, ce que ça indique, c'est un réalisme très, très, très froid. Puis c'est vraiment, là, ça sonne le glas, c'est la fin de l'idéalisme, de la fin de la guerre froide. Puis Rubio rappelle qu'en 1991, les gens en Occident avaient embrassé la fameuse thèse de Francis Fukuyama que c'était la fin Mhm. de l'histoire, donc le libéralisme politique et économique allait être la dernière grande évolution idéologique de l'histoire du monde. Puis s'en est suivi de l'idée d'une grande convergence du monde autour de grands idéaux associés au libéralisme, donc la liberté, l'égalité, les droits humains. Puis pour Rubio, puis je cite ces mots, mais en français, cette croyance a été plus qu'un fantasme, ça a été une dangereuse désillusion. Il dit une dangereuse désillusion parce qu'il y a bon nombre de pays qui ont tout simplement utilisé ce monde de coopération-là, d'ouverture pour s'enrichir, se refaire des forces, avant tout simplement de le renier. Donc, il fait évidemment référence ici à la Russie, mais surtout à la Chine. Puis, ce monde de convergence-là, la principale conséquence, ça a été que les entreprises américaines puis occidentales ont délocalisé leurs chaînes de production dans des pays que les États-Unis croyaient être leurs alliés alors qu'il ne l'était absolument pas. Puis ça a eu pour effet de rendre les Américains extrêmement vulnérables. Puis il aurait dû, encore une fois, selon Rubio, favoriser leurs intérêts nationaux à tout prix. Puis, donc, pour Rubio, les États-Unis doivent rejeter l'ordre libéral de la fin de la guerre froide parce qu'il est rendu obsolète. On ne va pas nécessairement le contredire là-dessus, mais aussi parce que ça a été une arme qui a été utilisée Mhm. contre les États-Unis. Donc, ça signifie donc que le monde est dans un moment de changement, de paradigme, comme il l'était en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce que Rubio rappelle en plus dans son discours, puis il a dit qu'à l'époque, en 1945, à cette époque, les États-Unis étaient alors responsables de créer de l'ordre à partir du chaos.
qui avait suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont alors su construire un ordre international qui a bien servi leurs intérêts. Les revenus ont augmenté aux États-Unis. Le pays est devenu une superpuissance industrielle, militaire et économique. Puis c'est ce que Rubio et Trump veulent recréer. Donc, c'est Mhm. une nouvelle politique étrangère très réaliste qui fait de son premier et unique principe l'intérêt national américain qui se décline, selon Rubio, en trois questions. Donc, les Américains, avant de poser un Ouais. geste quelconque, ils vont devoir répondre positivement à ces trois questions-là. La première, est-ce que cette politique-là rend l'Amérique plus en sûreté? Est-ce que cette politique-là rend l'Amérique plus forte? Puis est-ce que cette politique-là rend l'Amérique plus prospère? Puis donc, Rubio, ce qu'il dit dans son discours, c'est que ça signifie pas nécessairement que les États-Unis vont revenir à leur héritage isolationniste qui Mhm. était jusqu'en 1945 là, dans leur ADN. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Euh, c'est sûr que si on pense à l'ordre libéral des 30 années qui ont suivi la guerre froide. Évidemment, si l'idée c'était de faire la promotion d'idéaux comme la liberté, l'égalité et la promotion de certains droits humains dans certains pays et que ça a eu pour implication d'envahir ces pays-là, Mhm. ben, c'est sûr que des sociétés qui étaient pas nécessairement ouvertes, qui étaient réfractaires à ces valeurs-là, ben, c'est sûr que ça l'a hérissé un petit peu leur opposition. Et Mhm. puis, bon, ça a déjà été évoqué longuement par Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Puis dans le cas canadien, bon, on l'avait évoqué dans notre livre là, qu'on avait écrit ensemble, Marginalisé. Ouais. C'est sûr que si, en parallèle à tout ça, l'ordre libéral faisait en sorte de faire la promotion de certaines valeurs progressistes, ben, c'est sûr que dans des sociétés plus conservatrices, où les valeurs sont pas nécessairement rendues au même niveau que ça peut l'être au Canada ou en Occident, ben, encore une fois, c'est sûr que c'est un ordre libéral qui a contribué à créer des oppositions de la part de sociétés plus conservatrices. Puis le dernier point, puis après ça, je te laisserai commenter là-dessus. euh, on l'évoquait un petit peu dans le cas lorsqu'on discutait des BRICS. Ce que Rubio a défendu dans son allocution, c'est un peu l'idée que les États-Unis ont plus d'alliés, ont plus d'amis, ils ont des intérêts. Ça fait en sorte que les pays avec lesquels ils vont faire des traités, des alliances, ben, si les Américains font ça, c'est parce que cette alliance-là rend l'Amérique plus en sûreté, plus forte puis plus prospère. Donc, c'est une espèce d'instrumentalisation de pays avec lesquels ils vont signer des accords commerciaux. Donc, imaginons que tous les pays du reste de la planète en viennent à adopter cette perspective-là, très, très, très réaliste. Ah oui, très bien, vous voulez avoir une politique étrangère qui vise à vous rendre plus en sûreté, plus prospère. Ben, très bien, nous ici, on va faire la même chose. Donc, imaginons, c'est très hypothétique, mais imaginons la chose suivante, que les pays européens, qui sont encore dans un idéalisme là, de Fukuyama, en viennent à se dire, OK, ben, si c'est le jeu que les Américains veulent jouer, ben, nous aussi, on devrait peut-être jouer à ce jeu-là. Puis on Mhm. va, on va regarder de quel côté du monde on devrait signer des ententes, des accords qui vont nous rendre plus en sécurité, plus forts et plus prospères. Mhm. Dans cette perspective-là, tu sais, si évidemment les choses devraient changer du côté de Pékin-Moscou, mais sur le plan économique, en termes de prospérité, dans le cas européen, ils auraient beaucoup plus d'avantages à signer des accords commerciaux avec les pays qui se trouvent à l'est de leur continent. Donc, on pourrait Ouais. s'imaginer une espèce de grande alliance eurasienne qui Eurasienne, ouais. étendrait de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Parce qu'on s'entend, dans le monde de demain, dans le 21e siècle, le marché se trouve vers l'Est, se trouve vers l'Asie. La croissance économique se trouve encore une fois du côté de l'Asie. Et lorsqu'on regarde le potentiel américain à cet égard-là, puis je renvoie les gens au dernier livre d'Emmanuel Todd sur la question, Ouais, il en excellent. conclut que ben, les Américains, à toute fin utile, c'est une puissance en déclin. Ouais. Donc, d'une certaine façon, lorsque Trump parle du début de l'âge d'or américain, j'aimerais bien entendre ce qu'Emmanuel Todd a à dire là-dessus, mais je pense qu'il dirait peut-être que, ben, en fait, c'est peut-être plus un fantasme, une illusion Mhm. qu'autre chose, parce que lorsqu'on regarde les différents
facteurs explicatifs qui permettent d'expliquer si une société est en croissance ou en déclin. Il y a beaucoup plus d'indicatifs qui montrent que les États-Unis sont une société davantage en déclin qu'en croissance. Donc, une politique réaliste comme ça pourrait accélérer l'isolationnisme américain si toutes les autres sociétés dans le monde en venaient, elles aussi, à adopter exactement Ouais. le même point de vue, là. Ouais. D'abord, je rappellerai une chose que tu connais bien, c'est que la politique étrangère britannique a toujours dit, nous n'avons pas d'amis permanents, nous avons que des intérêts permanents. Alors, les États-Unis reprennent ça. Peut-être qu'ils l'ont toujours fait dans la réalité, mais avec un sourire. Alors que là, ce qui vient d'arriver à Washington, c'est une bande de brutes qui veulent imposer un certain ordre. Maintenant, je réfléchissais aux trois éléments de la politique étrangère américaine sous Trump que tu as énoncés. Et je me suis demandé, mais est-ce que tous les pays ne font pas le même argument? Ils veulent être prospères, ils veulent être en sécurité, ils veulent être renforcés dans leurs relations internationales comme dans leur développement interne. Et donc, la maxime de Rubio pourrait aussi s'appliquer à n'importe quel autre pays dans le monde. Mais je peux me tromper, là. Ouais. Ben, je sais pas, moi, du côté de l'Union européenne, j'ai quand même l'impression que la Commission européenne en particulier, les gens à Bruxelles sont vraiment animés de espèce d'idéalisme très moralisateur qui Oui, guide dans une très large mesure la politique étrangère ça c'est sûr. européenne. Ils ont Euh, écarté l'élément de la force et ils sont plutôt dans le soft power depuis toujours. C'est ça. Ensuite, dans un monde comme celui-là, alors qu'on regarde de part et d'autre de l'Europe, à l'ouest, les États-Unis qui adoptent une politique très, très, très réaliste, puis à l'est, la Russie, la Chine, qui sont clairement dans une posture similaire, on peut dire que l'Europe est 30 ans en arrière, là, en matière Oui. de politique étrangère, puis ça ne peut que desservir le continent européen, puis et ça, c'est probablement que ça va avoir un impact dans la politique interne des pays membres de l'Union européenne. Vous allez avoir des politiciens à la Trump qui ont déjà commencé à émerger de toute façon, Ben oui, tout à fait. mais qui risquent aux prochaines élections de peut-être prendre le pouvoir et de dire, bon, ben là, écoutez, le monde a changé, puis on doit s'adapter en conséquence, puis nous aussi, Ouais. on doit penser à développer une politique étrangère qui est à 100% réaliste, et puis tout ce qui est idéalisme, on va laisser ça un petit peu de côté parce que ça nous dessert. Puis si Sauf, c'est le... Oui, Sauf vas-y. que au-delà de l'idéalisme, je pense que les Européens s'entendent pas sur l'architecture de leur sécurité ou de leur défense, parce que tu as un segment assez important de pays, surtout les petits pays d'Europe de l'Est, récemment libérés du joug soviétique, qui ne conçoivent leur sécurité que dans une alliance avec les États-Unis. Mm, Il y en a qui croient vraiment que leur frontière n'est pas avec la Russie, elle est avec les États-Unis. Moi, j'ai toujours dit, et d'autres l'ont dit, bien sûr, les Américains ne vont pas sacrifier New York pour aller sauver Tallinn en ou je ne Estonie, sais ben trop oui. quelle capitale de ces petits pays-là. Donc, à mon avis, ces pays font une erreur en se collant trop aux États-Unis, alors qu'ils ont sur le continent la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, des puissances qui, coalisées avec les autres, pourraient former un bloc, un nouveau bloc, qui fonderait sa politique étrangère, effectivement, sur un peu plus de réalisme, un peu plus de muscles Ouais. face au reste du monde. Mais tant qu'on n'a pas réglé cette affaire, et je me demande si finalement si Trump annonçait le retrait de l'OTAN, ce ne serait pas une bonne idée, dans le sens où ça enverrait un de ces chocs aux Européens qui seraient bien obligés de se rassembler et puis de trouver des atomes crochus ensemble pour dire
on va construire notre défense maintenant qu'on ne peut plus compter Ouais. sur celle des États-Unis. C'est ça que ça prendrait aux Une Européens, espèce un choc. d'électrochoc. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est très intéressant. On devrait essayer d'avoir un invité au cours des prochains épisodes pour venir nous parler justement de l'histoire de l'Union européenne, puis de quelle façon, d'une certaine façon, comment ça a été un petit peu une construction américaine au début, comment les Oui, principaux architectes de l'Union européenne, Maurice Schumann en particulier, étaient très proche des des États-Unis, Américains, ouais. le plan Marshall, tout ça. Puis, d'une certaine mesure, est-ce que l'Union européenne a vraiment, à travers son histoire, a vraiment été en mesure, à un certain moment, d'acquérir son indépendance des États-Unis, ou si l'Union européenne a toujours été une alliée secondaire des États-Unis Ouais, puis de leur politique étrangère? ouais. Voilà. Ben, je pense qu'ils sont comme le Canada. Ils étaient installés dans une relation sécuritaire confortable avec les États-Unis, la présence de 300 000 soldats américains jusque dans les années 90. Il y en a encore maintenant 100 000. Il y a des Ouais, armes nucléaires américaines dans 6 pays d'Europe. Ben, c'est un peu comme nous face aux États-Unis et notre commerce. 75% de notre commerce, on est installé dans une relation très confortable avec les États-Unis. Puis quand le ciel nous tombe sur la tête, ben là, on ne sait plus quoi faire. c'est ça. Ouais. Voilà, mon cher. Bon, ben, écoutez, cette semaine, ça va être tout pour l'épisode qu'on met en ligne le mercredi à 8 heures le matin. On a un autre segment, on a l'entrevue avec les auteurs du texte Corinne de la semaine, mais malheureusement, on va enregistrer cette entrevue-là après mercredi 8 heures du matin. Donc, on va diffuser ce deuxième segment-là probablement samedi ou dimanche. J'ai regardé récemment sur YouTube les statistiques et puis il semblerait qu'il y a énormément de gens qui consultent nos épisodes de la semaine ou passée les dimanches soirs. Donc, probablement, attendez-vous à ce que ce deuxième segment-là soit diffusé ce dimanche sur l'heure du souper vers 5 ou 6 heures en soirée. Donc, pour ceux et celles qui veulent écouter l'entrevue avec les auteurs Corim de la semaine, vous allez malheureusement devoir attendre quelques jours avant de pouvoir profiter de cette deuxième partie de notre émission. Mais d'ici là, ben, on vous souhaite une bonne semaine, puis ça sera un plaisir de vous revoir virtuellement la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.